On a parlé d'Internet, des nouveaux modèles, des nouveaux partenariats qui se mettent en place. Pour commencer, peut-être que vous pouvez vous présenter très rapidement, faire un petit tour de table. Non, de vous présenter. Des nouveaux partenariats en général, simplement vous présenter. Et Gilles Béraud, futur ex-président du comité 21. Normalement, pour me présenter, je ne sais pas s'il y a une vidéo qui prête ou pas. Donc, je suis Catherine. Je suis à la base grand reporter et j'ai créé en 2011 une association qui s'appelle Chamengo. Et comme j'ai passé 20 ans en télé, je me suis dit que pour la présentation de ce que fait notre association, mieux vaudrait quelques images qu'un long discours. Donc j'espère qu'on peut découvrir en quelques minutes quelle est la vocation de Chamengo et ce que nous faisons et ce que nous prévoyons de faire. C'est comme Alice au pays des merveilles. Nous sommes tombés dans le trou du lapin. J'ai eu l'idée de mettre du mortier ciment à l'intérieur du bambou pour voir ce que ça donnait. Depuis, le bambou est pour moi un acier d'origine naturelle qui permet de construire d'immenses structures. L'exercice, ce n'est qu'une question d'énergie. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas la récupérer pour en faire de l'électricité ? Vous prenez une route, vous mettez des panneaux solaires dessus, et pour les protéger, vous les recouvrez d'une épaisse couche transparente, solide et anti-choc. Voilà en résumé l'idée. Quand j'ai eu cette idée en 2003, c'était quelque chose de complètement nouveau. C'était une idée qui nous faisait rigoler mais qu'on trouvait sympathique. Je me rappelle avoir eu plusieurs discussions avec des propriétaires d'immeubles qui finissaient à me dire qu'ils ne voulaient pas avoir des tracteurs et du fumier et des cochons sur leur toit. Quand on leur dit qu'ils vont pouvoir en faire une ampoule de 55 watts grâce à la réfraction de la lumière à travers le toit, c'est quelque chose de magique pour eux. La première réaction des habitants a été « Votre maire est devenu fou et l'architecte qui suit ce projet est encore plus fou ». Aujourd'hui, ils me disent que j'ai des yeux qui savent lire dans l'avenir. Je crois que notre première crainte fut que personne ne vienne. Alors, notre deuxième crainte a été « Trop de gens vont venir !» Nous ne sommes pas la première commune à avoir mis en place la collecte de déchets de cuisine. En revanche, personne n'avait encore osé le faire auprès de plus d'1 million de personnes. Si on en avait partout, l'effet sur le CO2 serait massif. Ça serait plus puissant que les forêts. Je n'aurais jamais imaginé que cet étrange objet à une roue puisse devenir la nouveauté que tout le monde s'arrache. On est arrivé à se positionner dans quelque chose de novateur, qui a du sens, et je pense que c'est quelque chose qui arrive une seule fois dans une vie. Je pense qu'il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature, en créant un environnement non seulement pour les hommes, mais pour tout ce qui est vivant. On a tous en nous quelque chose de Chamengo. We are 100% I am Chamengo. Yo soy Chamengo. I support Chamengo. We support Chamengo. Be Chamengo. Henri Landes, cofondateur de l'association Climates, qui est une association et un think et do tank international d'étudiants et de jeunes professionnels sur le changement climatique. Je travaille aussi pour un projet qui s'appelle Forecast, qui est un projet d'innovation pédagogique sur les controverses, et je suis en particulier en charge de mettre en place des simulations de négociation, pas juste sur le climat et les thèmes sur le développement durable, mais beaucoup dans des établissements scolaires et aussi des écoles et universités en France.
Et j'ai anciennement travaillé comme conseiller politique sur l'environnement au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Donc j'aime aussi travailler avec la sphère politique, dans toutes les sphères d'ailleurs, je trouve que c'est très important. Et je suis enseignant à Sciences Po sur la politique de développement durable. Bon, moi je vais passer mon tour. Merci. Quels sont les nouveaux acteurs qui composent ces nouveaux partenariats? On l'a vu tout à l'heure, les anciennes structures très verticales ne correspondent plus forcément aux attentes de notre nouveau monde et aux dynamiques de développement durable. Quels sont selon vous les nouveaux acteurs qui viennent remplacer quelque part les anciens et quel type de partenariat se mettent en place? Alors, moi je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux acteurs, je pense qu'il y a des acteurs qui se révèlent à eux-mêmes, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment les acteurs politiques, il y a les acteurs associatifs, il y a les acteurs d'entreprise, il y a la société civile, c'est-à-dire, on l'a bien vu dans la récente, dans la première table ronde, je veux dire, Roger Issu l'a dit, chacun a quelque chose à dire, etc. Donc ça bouleverse complètement le paysage. Internet, en plus, bouleverse le paysage parce que chacun a quelque chose à dire, mais aussi le moyen pour le dire. Donc ça, c'est tout à fait important. Hein. Avant, vous écriviez une libelle au XVIIIe siècle. Ça faisait 3 rues de Paris. On en a gardé quelques-unes. Quelques-unes ont été écrites par Voltaire et Rousseau, donc elles nous sont restées, mais les autres disparaissaient. Vous me direz, il y a beaucoup de choses aussi qui vont disparaître pour Internet, mais se crée, je veux dire, un échange absolument extraordinaire. Donc, c'est pas que les gens sont nouveaux, c'est que les moyens d'action et les moyens d'expression des acteurs sont tout à fait nouveaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui me paraît aussi tout à fait importante, c'est que, c'est le nombre, hein, je veux dire... 7 milliards, c'est quand même pas la même chose qu'1 milliard. Voilà. Donc, c'est un éclatement de dimensions tout à fait considérable. En plus, et on l'a vu vraiment sur l'autre table ronde, moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'il y a un affrontement, et je crois que Gilles et moi, on a un grand débat depuis des années sur coproduction ou pas, etc. Il y a une coproduction, mais il y a un profond affrontement quand même entre, pour ça je suis d'accord avec la première intervention de Roland Quérol, entre les gens, alors bon, ils sont pessimistes ou optimistes, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, les gens qui, parce qu'eux-mêmes sont engagés dans des communautés actives, trouvent que le monde est actif, prometteur, va dans une direction... comment dirais-je, pleine d'espoir et pleine de construction, et les autres qui n'arrivent pas à prendre le train. Ils n'arrivent pas à prendre le train, ou bien pour des problèmes générationnels, ou bien pour des problèmes culturels, ou bien pour des problèmes économiques et de misère, et parfois les autres, c'est des petites communautés dans nos pays, et parfois c'est tout simplement de grands pays. Voilà. Et tout ça fait qu'on ne peut pas parler du bonheur du multi-acteur en général. On peut parler de l'espoir tout à fait important que va peut-être procurer peu à peu la construction d'un multi-acteur à partir du moment où il y a un socle, non pas commun, il ne peut pas y avoir un socle commun à 7 ou 9 milliards d'humains, mais quand même, je veux dire, une certaine direction commune. Et je crois que c'est ce que disait Roger tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, moi, ce que je peux te dire, que je peux vous dire, je pense que le problème est extraordinairement complexe et qu'on a trop tendance, en fait, à faire des distinctions, justement, pessimistes, optimistes. J'intervenais à New York la semaine dernière avec l'IFRE dans un débat avec notre ami du conseil d'administration et je lui disais, c'est vraiment parce que c'est vous que j'ai accepté de participer à un débat. Sommes-nous optimistes ou pessimistes? Parce que je pense que c'est vrai que Morin parlait de la complexité de la situation, mais la situation est très très complexe. Parce qu'elle est très complexe, elle est dangereuse, il ne faut pas se cacher la face, mais parce qu'elle est dangereuse, elle est extraordinairement riche de promesses.
C'est la fameuse idée du chaos. Je rebondirai juste sur une phrase que vous avez prononcée, un mot, c'est affrontement. Je suis d'accord qu'il y a un affrontement, enfin pour moi je le vois au quotidien, entre les partisans d'un nouveau monde et les partisans de l'ancien monde. Voilà. Mais après, on se situe d'un côté ou de l'autre de la barrière, mais c'est vrai qu'il existe cet affrontement. Je ne sais pas si c'est les partisans de l'ancien monde. C'est plutôt... tout le monde, je pense, ressent la transition, le changement, le bouleversement. Mais c'est qu'il y en a qui sont tout simplement englués dans l'ancien monde. Je crois qu'effectivement, c'est aussi des questions de cohabitation. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une réalité du nouveau monde. Je crois qu'on est... Enfin, voir ce qui s'est passé en l'espace de 10 ans, quoi. On est déjà dans ce monde et en même temps, comme le disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, mais on est quand même formaté par son éducation, par des transformations. Enfin, j'avais une discussion avec, il n'y a pas très longtemps ça, avec le président du conseil régional d'Angers, Tétouan et de Ciba qui organise la MEDCOP, là, et qui je travaille en ce moment. Il me disait, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il faut que ce soit forcément un pays du Nord qui est le prochain organisateur? On est en train d'essayer d'arbitrer qui serait le prochain organisateur en 2007. Je dis, mais attendez, c'est quoi là? Il y a les ODD nous ont expliqué qu'on n'est plus dans des relations nord-sud, dans les pays développés, dans les pays non développés. On est tous sur des bascules qui sont plus ou moins faites dans certains pays et que les pays du Sud ont beaucoup à transférer aux pays du Nord, etc. Enfin, dans l'ancien modèle. Et c'est pareil, je crois, en termes de personnes. On est tous dans une cohabitation. Moi, je crois que le socle commun, il va exister, il est générationnel. C'est-à-dire, la génération dont tu fais partie avec cette magnifique organisation qui est Climate, fait que c'est une génération, peut-être 50% qui fait sa culture, ce qui mange, respiration, de plus ou moins bonne qualité, les lectures, l'alimentation, tout. Peut-être 50% de ce que tu vis toi, quelqu'un d'autre de Climate, de l'autre bout du monde, le vit aussi. On est dans un partage culturel. La question est, est-ce qu'il y a appauvrissement d'un côté, enrichissement, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, les bascules se font chez chacun d'entre nous, c'est des morceaux de chacun d'entre nous, et évidemment, tout ça crée des tensions, parce que ça nous met en rupture avec ce qui s'est passé avant. Quand le Gutenberg a transformé le monde, il y a eu le siècle des Lumières, on a eu le temps culturel. Là, on n'a pas le temps. On est dans un bêta-monde, dirait Arnaud s'il est encore là, et donc on invente tout en faisant, en réfléchissant, etc. Donc ça crée à la fois un mélange et de la tension, mais je crois aussi que ça nous ramène quand même au principal, qui est, est-ce qu'on est content ou pas de vivre la période qu'on est en train de vivre? On n'est pas en train d'essayer de se dire, on va s'embêter pendant 10 ans, on va souffrir pendant 10 ans parce que ce sera mieux après. Bon, ça, c'est pas ça, essayez d'expliquer ça aux enfants, vous allez voir. Non, la question, c'est comment on vit pleinement le monde d'aujourd'hui, dans des difficultés, mais avant tout dans un plaisir de vivre, parce que, à titre personnel, chacun d'entre nous se développe. Oui, et je te remercie Gilles d'avoir parlé un petit peu de cet aspect intergénérationnel de Climate, cet aspect de connecter des étudiants et des jeunes à travers le monde sur une cause commune qui est lutter contre le changement climatique. Sachant que nous, la connaissance est une des 5 valeurs que nous avons mis au départ de la création de cette association. Et j'apprécie d'ailleurs la notion d'associativité et de cet altruisme, de cette entraide que nous devons retrouver, qui selon moi est la solution, la seule qui est vraiment tenable, quel que soit le contexte économique et social. Parce qu'à un moment donné, quand on retrouve une certaine entraide, une certaine même proximité, et c'est pour ça aussi que je trouve que la révolution numérique est importante, mais que la proximité et le lien physique aussi dans les communautés est importante. Mais la connaissance, l'économie de la connaissance, que je vois comme l'avenir, ne va pas profiter à tout le monde tout de suite. Il y a aussi des réalités de fracture numérique, ça ne profite pas à tout le monde. Donc si on parle de nouveau monde avec comme un des ingrédients principaux la capacité de s'engager à travers le numérique dans différents projets, différentes manières de s'associer avec d'autres personnes, nous ne sommes pas encore dans l'égalité des chances, ni dans une inégalité, dans des inégalités entre différents pays. Alors, nous allons dans le bon sens, mais il y a cette connaissance à essayer de partager le plus possible. Paradoxalement, Climate utilise beaucoup le numérique et on a réalisé tout de suite que la dématérialisation de notre activité nous permettait d'avoir un réseau très rapidement assez conséquent et de travailler ensemble grâce à des plateformes collaboratives, Internet, etc. Ce qui ne veut pas dire que dès qu'on avait des projets que nous créions,
on avait ensuite des projets qui étaient concrets et sur le terrain. Surtout dans les quelques années à suivre la première qui était celle de création. Mais on a aussi eu quelques éléments dès la première année où on se réunissait autant au niveau local qu'on essayait de faire venir des gens de partout dans le monde en compensant notre empreinte carbone. Je dirais que alors Climate, ça a presque 5 ans. Donc c'est pas encore notre anniversaire, on n'est pas encore à 21 ans, donc je vous félicite et joyeux anniversaire. Hein. Mais je suis très heureux, moi j'ai 30 ans maintenant, je ne suis plus le jeune comme j'étais quand j'ai coproduit Climate. Je suis encore très heureux d'être sollicité pour parler au nom de Climate, mais son succès résulte beaucoup de l'engagement des élèves par la suite. Je retrouve les mêmes valeurs de collégialité, d'horizontalité, d'entraide, d'altruisme, de solidarité étant la 5e valeur d'ailleurs de Climate, encore dans les réunions d'aujourd'hui, qu'on avait dans la première année. Et ils se sont même renforcés. Et ils n'ont pas eu, malgré les partenariats avec des acteurs qui sont soit dans les mondes plus compétitifs, donc les entreprises, soit dans des mondes plus administratifs, donc en travaillant avec les collectivités ou avec le gouvernement, on a gardé cette collégialité, on a gardé cette façon de faire, avec l'idée que ce militantisme pour la transition écologique qui doit accélérer et qui est une responsabilité de tout le monde aujourd'hui, on pense qu'on devrait tous être des citoyens du monde. Ce n'est pas que dans les négociations internationales sur le climat qu'on devrait entendre des personnes, des ONG parler de citoyenneté du monde, parce que c'est là où je l'ai entendu le plus. Mais bon, si on était des citoyens du monde, le vote il y a quelques jours aurait été très différent. Mais bon, on entend cela de plus en plus, mais on est tous des citoyens du monde et nous avons une responsabilité de garder ce militantisme une fois qu'on va dans le monde professionnel. Parce que Climate, c'est une association, personne gagne encore sa vie dans cette association, mais les pratiques que nous apprenons dans l'association Climate et dans d'autres association Chamengo est une très très belle initiative. C'est la première fois que je vois certaines de ces innovations. Il y a une multiplication de ces initiatives-là avec le numérique qui accélère les choses, l'économie de la connaissance, etc. Mais ces pratiques de changement de comment on travaille ensemble, cette nouvelle perception de la hiérarchie qui doit être déconstruite, c'est quelque chose que nous espérons transmettre autour de nous, de véhiculer une fois que nous sommes aussi dans le monde professionnel après. Donc on voit le militantisme autant en tant que nous, association, on essaie de faire une pression positive en tant qu'association et en tant que réseau, mais aussi une fois qu'on va infiltrer un petit peu le monde professionnel. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole, mais merci de l'invitation aussi. C'est vraiment intéressant et justement, ça me... Pardon, Madame la médiatrice, j'avais envie de poser une question à Catherine, c'est est-ce que cette approche assez formelle finalement au comité 21, je crois qu'il ne marche pas, je te le passerai bien après, c'est-à-dire que les entreprises, les collectivités, les associations, etc., quand tu vas à la recherche dans le monde entier auprès des innovations, est-ce que c'est des formes qui ont une existence ou finalement le projet est beaucoup plus fort que ça? Et peut-être le corollaire de ça, c'est est-ce qu'il y a effervescence parce que là, c'est un film, et allez voir les films, je ne sais pas combien il y en a en ligne, mais il y en a un paquet. Est-ce qu'il y a vraiment effervescence ou il faut quand même aller sortir sa baguette de sorcier pour aller chercher la rareté? Alors, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de Chamengo et ce qui m'a effectivement, moi, en tant que journaliste, conduit à lancer cette initiative. Moi, j'ai travaillé notamment pendant 10 ans pour Envoyé spécial. J'ai fait de l'investigation, je dirais, de haute voltige parce que j'ai risqué ma vie à plusieurs reprises. Et un jour, sur une enquête sur un trafic d'organes, je me suis retrouvée en Inde, dans un petit village, et j'étais censée poser donc des questions aux gens qui vendaient leurs reins. Et dans ce petit village qui n'avait pas accès à l'électricité, ils venaient d'acquérir une lampe solaire, et donc tous les enfants étaient autour de cette lampe solaire avec les adultes totalement émerveillés, et je me suis trouvée à poser plus de questions sur comment elle était arrivée ici, qui l'avait développée, que pourquoi ils vendaient leurs reins pour survivre. Et le déclic s'est fait dans ma tête à ce moment-là en me disant mais finalement moi je passe mon temps à donner la parole à ceux qui détruisent le monde parce que je travaille pour à chaque fois en moyenne 5 millions de téléspectateurs et donc je donne la parole à ceux qui détruisent le monde et je ne la donne pas à ceux qui construisent le monde de demain. Et le fait d'avoir fait plusieurs fois le tour du monde, j'avais la chance d'être aux avant-postes de ce monde qui se construisait, donc c'était pas le premier signe qui m'avait été donné. Gandhi disait une très belle phrase,
un arbre qu'on abat fait beaucoup de bruit, une forêt qui pousse n'en fait pas. Et c'est là où je me suis dit, j'ai besoin d'utiliser mes compétences professionnelles pour promouvoir cette forêt qui est en train de naître et qui est en train effectivement de proposer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et pas seulement. Et c'est comme ça qu'est né Chamengo. Et moi, je dirais que si j'avais à me mettre dans une catégorie, je dirais que je me sens avant tout citoyenne. J'ai démarré Chamengo parce que, en fait, j'avais quelque part un constat d'impuissance. Tout à l'heure, ça a été très joliment dit. Est-ce qu'un journaliste est acteur ou observateur, spectateur? C'est vrai que nous, on relate, on explique, on montre ce qu'il se passe. Et à quel moment on a envie de faire du journalisme participatif, collaboratif, de passer de l'autre côté en disant mais moi aussi j'ai envie d'être acteur, et c'est ce qui m'a motivée pour lancer Chamengo. Donc moi je me sens vraiment... je dirais, comme on dit dans notre milieu, Madame Michu, c'est celle qui regarde la télévision et c'est celle qui tétanise, je dirais, les rédactions de journalistes. Est-ce que Madame Michu comprend bien ce qu'on lui dit? Parce qu'on doit s'adresser à tout le monde, et la télé, c'est un mass média. Et donc voilà, et donc moi j'ai eu envie de me dire, j'ai envie d'être du côté de la solution et pas du problème. Et en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux faire pour participer à ce monde en marche? Et c'est vrai que c'est ça qui fait que j'ai eu l'impression de commencer un peu comme Forrest Gump à courir toute seule. Et puis parce que le projet parle, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui me suivent dans comment on donne à voir le monde de demain d'une manière ludique, médiatiquement forte, parce que la télé, l'image est quand même le média le plus puissant aujourd'hui. Donc comment on fait rêver sur ce monde de demain pour obtenir l'adhésion du grand public, parce qu'en créant Chamengo, ça a vraiment été comment moi qui ai été formatée, et j'utilise vraiment ce mot de manière positive, j'espère, comment nous on est formatés à faire que les gens ne zappent pas sur la télé-réalité d'à côté, donc comment moi je peux intéresser le grand public à ces questions-là et à les sortir de cercles de gens totalement convaincus, mais qui ne constituent pas la totalité de la population française et de la population mondiale. Voilà. Alors... J'ai pas répondu à la question. Tu m'as parlé des gens qui... Est-ce qu'il y a effervescence ou pas au niveau international? Donc c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une forêt qui pousse, clairement. C'est-à-dire que nos échanges ici, on peut les avoir absolument partout. Les acteurs qui ont envie de se prendre en main, ils sont absolument partout. Et c'est vrai que ça rebat les cartes entre les pays riches et les pays pauvres. Entre les États-Unis, c'est très drôle parce qu'effectivement, ça fait 5 fois que je fais le tour du monde. Les Américains, avec le système de start-up, ils sont persuadés d'avoir que les bonnes idées. Et moi, je peux dire qu'ils ont des très bonnes idées, mais ils ne sont pas les seuls à les avoir. Donc, excuse-moi, j'ai fait effectivement un grand cheminement avant de répondre à ta question, mais en tant que journaliste, je peux témoigner que oui, il y a un nouveau monde qui est en marche, porté par des acteurs de la société civile qui sont très, 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 très nombreux, et ça dans le monde entier, même s'il y a des zones qui sont malheureusement encore peu touchées. Alors, un nouveau monde est en marche, avec des acteurs qui se révèlent, des bascules qui s'opèrent en chacun de nous. Comment est-ce qu'on amène les institutions, les entreprises, les individus à s'engager dans ce nouveau monde qui se construit? Vous avez une idée? Allez-y. Il faut mobiliser tout le monde. Je sais que c'est... Oui. Alors, premièrement, il faut élire des responsabilités politiques des responsables politiques qui sont responsables, éco-responsables. Nous ne sommes pas dans un... Oui, Boris Johnson, oui. Oui, irresponsable, effectivement. Il y a outre-Atlantique quelqu'un qui ne croit en rien, en fait, il est juste opportuniste, donc il dit n'importe quoi, mais il va dire ce qu'il veut sur le changement climatique, mais Dieu sait ce qu'il fera une fois qu'il aura perdu, mais si jamais il arrive au pouvoir. Mais ça, c'est une chose. Il ne faut pas se décourager sur la politique. J'ai travaillé dedans pendant quelques années. On est plusieurs à avoir connu ce monde-là. Malheureusement, comme il faut plus d'Europe, et pas moins d'Europe, et il faut la corriger.
Il faut plus de politique et la corriger et pas moins de... Donc, c'est la même approche qu'il faut avoir. Les responsables politiques ne sont pas là pour créer le cadre parfait et nous ne devrions pas attendre cela. Et c'est pour ça que nous avons, comme l'a bien expliqué les intervenants de la dernière table ronde, on a cette horizontalité versus ce monde vertical bien représenté par la hiérarchie et le fonctionnement de la politique qui est celui d'aujourd'hui. Cela doit se déconstruire. Je pense que nous devrions être plus exigeants avec quels sont les responsables politiques qui montrent de l'exemplarité dans leur propre comportement, dans les institutions dans lesquelles ils travaillent. Quel est le temps passé dans l'hémicycle, dans les commissions, quel est le temps autant passé par les responsables politiques dans ces instances où nous suivons insuffisamment et quel est le temps qui est réservé aussi à la vie démocratique pour les citoyens. C'est pour ça aussi que le nouveau monde qui est beaucoup basé sur le numérique, m'intéresse en ce qui concerne l'avenir de l'humanité, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à dire sur le temps que nous donnons à la vie démocratique. Alors, pourquoi est-ce que les maires sont les responsables politiques en qui on a le plus confiance ? Pourquoi est-ce qu'on croit de plus en plus en les collectivités locales ? Est-ce que c'est juste une question de proximité ? Ou est-ce que la proximité aussi permet d'avoir un peu plus de temps pour être dans des projets de quartier, dans des projets qui impliquent des décisions politiques au niveau plus local ? Et je pense qu'il faut redéfinir un petit peu la façon dont nous organisons la politique au niveau national et au niveau européen et comment forcément on articule les deux. Donc là, c'est tout le pilier politique qui doit voir les enjeux écologiques comme un changement de la donne et pas juste un compartiment, une discipline, une sphère qui doit être traitée. C'est-à-dire que c'est le nouveau prisme et il faut irriguer l'ensemble de l'action publique et l'action politique avec la social-écologie, la transition écologique, le développement durable, quel que soit le terme, c'est un nouveau prisme. Et ça devrait être une exigence. Je pense qu'étendre les réseaux qui sont vertueux sur le plan environnemental et social, comme on sait qu'on disait bien que les jeunes vivent en communauté, il faut continuer à étendre ces réseaux-là en combinant la proximité et la connexion à travers le numérique et la connexion, l'interconnexion internationale. Et de redéfinir la citoyenneté qui est locale mais internationale en même temps. C'est pas pour dire on revient sur cette expression qui est connue, c'est penser global et agir local. Il faut commencer à redéfinir cela pour que nous ayons du sens dans l'engagement à toutes les échelles. Les acteurs économiques sont engagés. Je pense qu'on verra une décroissance du greenwashing, de ce qui crée de la méfiance vis-à-vis des consommateurs grâce à la transparence qui augmente avec justement l'Internet, avec les nouvelles technologies de communication et d'information. Cela ne veut pas dire que c'est à ceux qui peuvent s'engager dans des projets vertueux et dans une consommation plus responsable, d'être davantage exigeants dans leur consommation et dans leur pratique, afin de mettre davantage de pression sur les acteurs économiques. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de panacée, c'est un shotgun de solutions, c'est-à-dire plein de solutions qui irriguent la société en même temps. Et malheureusement, ce n'est pas une seule personne qui va décréter cette solution-là. Forcément, il y a le prix du carbone, le prix de l'empreinte environnementale de manière générale qui sera un vrai signal, mais cela ne sera pas suffisant parce que on est loin encore d'avoir des prix au niveau international partout, dans tous les secteurs, et cela ne veut pas dire non plus que nous n'aurons pas des problèmes d'exonération et de fuite, etc. Donc ça c'est un autre débat, mais il ne faut pas attendre de solutions miracles. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une opportunité, comme l'a dit la personne du deuxième rang tout à l'heure, de s'engager dans la transition écologique d'un point de vue de santé publique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique aussi. Oui, je crois. Après, il y a des clés. Moi, j'ai une conviction quand même profonde, c'est qu'on parle beaucoup de multi-acteurs depuis longtemps au Comité 21, on fait beaucoup de ça. Maintenant, il faut accélérer considérablement les choses. D'abord, ce qui veut dire qu'il faut arrêter un peu aussi l'approche bisounours
oui, il y a une partie de l'humanité qui est profondément prédatrice et qui est en lutte pour la survie et qui est en lutte pour la possession, pour les territoires, etc. Je pense qu'il ne faut pas nier ça. Et après, il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place, dont évidemment Chamengo est un bon signal, dont le million de personnes qui a regardé ce film demain, quand même extraordinaire. Enfin, parce que le travail qu'ont fait Mélanie et Cyril Dion est exceptionnel, et peut-être le succès, la portée mythique et symbolique du film est quand même extrêmement intéressante. Après, il faut quand même aller clairement aussi être ambitieux sur des sujets qui facilitent cela, et pour cela, on a besoin de combattre plusieurs dimensions. Un, on a besoin d'argent. Il faut mettre de l'argent sur cela. C'est pas... Quand on mène un projet aujourd'hui multi-acteurs, ça coûte des sous de faire travailler les gens ensemble, parce qu'on a besoin de temps, parce qu'on a besoin de compétences, et donc il faut être capable de mettre de l'argent, il faut être capable d'attirer des talents, de former les gens, de faire du renforcement de capacité, et tant qu'on continuera à l'école, regardez comment ça se passe à l'école, comment on installe la représentation des élèves. On met en place un modèle que même la 4e République aurait trouvé ringard. C'est-à-dire, on dit à des enfants, qui veut être représentant des personnels, vous votez entre eux, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien qui fait aujourd'hui la vie démocratique. Donc si on n'est pas capable, au lycée et au collège, de mettre en place des vrais outils de gouvernance, et l'agenda 21 scolaire peut en être un, on n'y arrivera pas. Le troisième point, il est culturel. Il faut travailler sur les dimensions culturelles, les dimensions créatives, et ça ne se fera pas tout seul. C'est-à-dire que ce qu'on a fait au comité 21, je crois, est formidable depuis 21 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis un peu impliqué, et depuis plein d'autres gens avant, mais c'est juste pas à l'échelle. Donc maintenant, il faut commencer à s'écouter, à mettre en place des vrais processus collaboratifs, de gouvernance, d'échange, etc., et les grands échecs de négociations environnementales récentes, et on pourrait parler de loi du travail, on pourrait parler de tout ça. Ce modèle-là est en train de complètement changer. Pour l'instant, on n'a pas trouvé les modèles. Alors ça veut dire qu'il faut faire très attention à quel modèle de relation on met avec les gens, à la question de l'affrontement stérile, parce qu'une négociation, c'est chacun qui fait un bout de chemin. T'as fait un lapsus dont tu t'es pas rendu compte, absolument extraordinaire. Tout à l'heure, tu as dit sur la fonction des journalistes, tu as entendu aussi, au lieu de dire relater, c'est ce que tu as dit relaxer. Et moi, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant dans cette affaire. C'est est-ce qu'on est capable de considérer que quelqu'un qui a eu un mauvais comportement ou peut-être une incompréhension, et dans le greenwashing, il ne faut pas oublier que c'est dans les deux sens. Hein. Il y a un émetteur, un récepteur, c'est l'usage abusif de l'argument environnemental. L'émetteur peut être de bonne foi, le récepteur aussi, tout le monde s'accuse de greenwashing et plein de choses. Donc il faut vraiment travailler ces sujets et être capable aujourd'hui de se dire le monde de demain, c'est le monde qui évidemment est capable de prendre les leçons d'hier, mais qui est surtout capable de travailler ensemble et de se dire toi hier t'étais comme ça, bah demain, voilà. Et la COP21 était extraordinaire en tant que telle sur l'outing. Partout, dans des conférences, dans des événements, partout, il y a des gens, dans des boîtes notamment, qui n'avaient jamais osé dire qu'ils étaient écolos parce que ça ne le faisait pas du tout. Et d'un seul coup, qui dit « Mais moi, ça fait longtemps, je suis végétarien, de toute façon, j'ai plus de voiture, de toute façon, c'est comme ça, etc. Et je suis très engagé, et ça fait hyper bien. » J'étais dans une soirée hier, quelqu'un qui l'a ramené, vous les écolos, les machins, etc. Puis au bout d'une discussion, il dit « J'arrête pas de je passe mon temps à trier les déchets, à éteindre la lumière, etc. » Donc on est cette approche-là. La COP21 a ramené un peu tendance, une approche écologique des choses, mais maintenant tout le travail reste à faire, et franchement, on s'est battu là-dessus au comité 21 avec le référentiel, etc. Allez voir ce qui se fait. On a besoin de méthodes, on a besoin d'outils, on a besoin... Et chaque fois qu'on fait un projet, il ne faut jamais oublier qu'il y a une ligne budgétaire qui est collaboration multi-acteurs. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, en particulier que, voilà, il ne faut quand même pas avoir une vision, tu as dit quoi, bisounours, c'est ça, sur le thème, voilà, c'est merveilleux, c'est le monde de demain, tout change, etc. Étant donné, bon, c'est pour ça que j'aime pas le terme opportunité, moi. Hein. J'aime pas le terme opportunité parce que ces changements profonds sont accompagnés de crises profondes. Les crises profondes, c'est du malheur et beaucoup, beaucoup de morts. Et je crois qu'il faut en être conscient. Et donc, le changement n'est pas une opportunité. Le changement est à la fois, comment dirais-je, ce que De Gaulle disait du plan, hein, une ardente obligation. Bon.
mais pas toujours une opportunité. C'est vrai que c'est une occasion de changer de modèle, et de changer de modèle vers un modèle qui est plus propre, plus économe, et donc plus pourvoyeur de vie. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un monde économe, en particulier en CO2, qu'il en reste un peu, comme vous savez, mais c'est un monde pourvoyeur de vie. Et c'est ça dont il est question dans ce siècle. Hein. C'est quand même, c'est ne pas faire que nous allons tous survivre, mais que nous allons continuer de vivre. Je crois que ça, c'est vraiment le plus important. Mais qu'est-ce qui se passe dans les affaires multi-acteurs? Ce monde est fait quand même de très grands cyniques. Si nous n'étions pas dans un monde cynique, nous n'aurions pas ces fossés d'inégalité qui se creusent, se creusent, se creusent. On est quand même dans un monde où certains acteurs sont très uniques. Et vous savez, il y a beaucoup de multi-acteurs dans le cynisme. Hein, je veux dire, il y a beaucoup d'alliances négatives. Je veux dire, le mal, comme on dit, a toujours beaucoup d'alliés, en fait. Bon. Alors, le problème, c'est l'accélération. Parce que Gilles a tout à fait raison, et vous tous qui l'avez dit, c'est de passer de ces communautés actives à un monde qui se met en marche à peu près, hein, au même rythme vers d'autres objectifs, et c'est l'accélération. Parce que les autres, ils accélèrent extraordinairement. Prenez, je veux dire, essayez, regardez cette année, hein, 2016, on est à la moitié exactement, par semaine. Le nombre d'événements négatifs par semaine, c'est-à-dire les camps de réfugiés, les noyades dans la Méditerranée, le terrorisme, les inondations, la sécheresse énorme, etc., ça s'accélère. Prenez, ne serait-ce que cette semaine depuis le Brexit, hein, on s'est tapé quand même une mauvaise nouvelle, c'est le Brexit, on s'est quand même tapé une crise boursière, bon, je veux dire, on s'en tire, enfin, on sait ce que peut donner une crise boursière, on s'est tapé un attentat à Istanbul, bon, je veux dire, etc., tout ça en 4 jours, Donc, devant cette accélération, comment faire qu'il y ait une accélération positive? Alors que justement, les positifs, ceux qui veulent construire le monde, c'est ceux qui le construisent brique à brique. C'est ceux qui prennent le temps de s'écouter. Le multi-acteur, c'est pas simplement un mot. Pour faire du consensus, il faut du temps. Or, on n'a pas de temps. Et c'est ça notre extraordinaire défi. On fait partie... j'aime pas dire communauté, parce que la communauté est maintenant de plus en plus un clin d'œil au communautarisme, mais on fait partie de groupes d'acteurs qui s'écoutent, donc qui prennent du temps dans un monde qui n'en a pas, et dans un monde surtout qui finalement favorise, parce que la rapidité favorise aussi les mauvaises actions, etc. Et donc c'est cet extraordinaire défi qu'on a. Et moi tout à l'heure j'écoutais tous nos amis de la table ronde, et on voit bien que bon, il y avait peut-être un léger fossé générationnel, on va dire ça comme ça, mais pas tellement, parce que finalement la description très pessimiste, hein, de Roland, il était, je veux dire, il n'était pas optimiste, hein, comme on dit. Bon, ça y est, j'avais dit que je ne le dirais pas, je le dis. Sa description tout était vrai. Et la description Arnaud, c'est Arnaud, c'est ça, de Arnaud, était tout aussi exacte. Le problème, c'est que tout est vrai. Et dans le multi-acteur, tout est vrai. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs. Pourquoi? Ce sont des acteurs par millions, par milliards, et donc ils ont leur propre vérité. Et chacun en nous porte ces contradictions. Hein. On est à la fois acteur du changement, mais on est aussi englué dans des situations assez terribles, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un nouvel humanisme à construire. Je veux dire, il y a un humanisme qui n'est pas simplement je pense donc je suis, la raison, les droits de l'homme, si, il en faut, etc. Mais il y a autre chose à construire qui est à la fois qui est une universalité qui part, si vous voulez, d'une expérience singulière. Et il n'y a pas de co-construction sans construction. Et il faut se construire soi-même. Quand je dis soi-même, c'est aussi bien les individus que les communautés, que les villes, que les pays, etc., que les continents, que l'ONU, n'est-ce pas? Il faut se construire soi-même pour pouvoir co-construire avec eux. Or ça prend du temps et on n'a pas. Donc en fait, il faut imaginer
et ça je pense que c'est le plus grand défi, des accélérateurs qui ne soient pas des bâclages. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Bettina, et ce que je rajouterais, c'est que, bon, il y a eu des événements dans les derniers 4 jours, on n'est pas très fort non plus pour médiatiser quand les choses vont bien ou ce qui va bien. Donc je pense aussi, effectivement, les trains qui partent à l'heure, on n'en parle pas beaucoup. Et puis je pense que, sans avoir la solution, c'est facile de dire qu'il y a un rôle des médias et qu'il faut pointer du doigt un rôle plus important des médias que celui actuel, mais je pense qu'un partenariat avec les médias dans cette transition, dans cette construction d'un nouvel humanisme, parce que je trouve que c'est un nouvel humanisme qu'il faut bâtir, n'est pas à négliger. Et donc, si on peut être un petit peu plus critique dans la construction de soit l'expertise des médias, soit les choix des médias, si nous pouvons avoir un regard là-dessus, je pense qu'on va sortir des citoyens un petit peu plus, on va dire, engagés et éco-responsables sur le long terme. J'interromps une minute pour des raisons pratiques. Je voudrais d'abord vous dire que si nous laissons entre Henri et moi cet espace, ce n'est pas du tout que nous sommes fâchés, c'est que nous attendons Corinne Lepage, qui va justement nous parler de sa coproduction d'acteurs industriels dans son club. Et par ailleurs, comme nous sommes des gens extrêmement connectés, je voudrais que l'équipe aille chercher Corinne Lepage, qui me demande d'un ton, je veux dire, plein d'effroi, où est l'entrée. Voilà. Donc, elle a oublié ses souvenirs d'enfance avec le... Vous voulez dire de prendre le petit train qui lui part à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être une question en attendant que Madame Corinne Lepage arrive? Merci beaucoup. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le rôle des médias. Ce qui nous est présenté aujourd'hui au travers de Chamengo comme étant quelque chose de très original et dans la presse depuis vitam aeternam. Quand j'ai travaillé à l'Express, à la rubrique Science, c'était dans les années 80, nous avions une page entière où nous devions parler des bonnes solutions, des bons plans, de ce qui se présentait, comment on allait cultiver avec des robots, comment ceci, comment cela, enfin ce qui était tout à fait le positif. On était imbibé dans le positif. Hein. Alors ce qui a un peu changé, c'est que maintenant vous donnez la parole à des hommes alors que peut-être on donnait davantage la parole à des groupes ou à des chercheurs ou à des... Voilà, donc il y a cet humanisme dont parle Bettina qui peut-être est un tout petit peu en train de se développer. Et ça n'a pas beaucoup changé. Ce que je trouve qui a beaucoup changé, c'est les questions qu'on posait tout à l'heure, c'est-à-dire la question qui a été posée, je ne sais plus par qui, par Bettina ou par Kérol, je ne sais plus, sur pour trouver une solution, il faut avoir compris pourquoi il y a un problème. Et ce qui est en train de disparaître aujourd'hui, je vous renvoie en ce moment à l'hécatombe télévisée, médiatique, qui est en train de se développer, la suppression de l'ensemble des émissions d'investigation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'investigation, il n'y a plus de reportage, il n'y a plus d'interrogation justement des problèmes de la politique, etc. Il nous reste en ce moment cache investigation, mais on ne sait plus pour combien de temps, et à mon avis ça ne durera pas. Donc, faisons attention et restons plutôt sur une position semblable à celle que Bettina vient de démontrer. C'est-à-dire que oui, le nouveau monde est en train d'avancer, mais l'ancien monde n'est pas mort, malheureusement. Et j'ai pas envie de dire pourquoi, mais malheureusement, il fait encore beaucoup, beaucoup de dégâts. Et donc, ne cachons pas la misère par des petites initiatives. Je suis en train de travailler actuellement, on vient de travailler par exemple sur les plans climat région Aquitaine. Remarquable. Sans doute les meilleurs de France pour l'instant au niveau de l'adaptabilité. Les municipalités se posent aujourd'hui des questions à Osgore ou à Lacanau sur comment vont-elles réagir financièrement au problème de montée des eaux qu'elles ont. Elles ne savent pas. Et nous, on est déjà en train de le vendre.
en Martinique, on est déjà en train de le vendre en Polynésie, on est en train de le vendre aussi dans la Medcop à Tanger, etc. C'est-à-dire que l'adaptation, on est déjà en train de la vendre. Le concept même, on le fait déjà courir. Or, nous n'avons pas trouvé les solutions. Donc, faisons très attention à ce temps, à cette temporalité qui vient d'être évoquée. Je vais répondre... Je pourrais juste compléter la question avant, parce que moi je ne partage pas du tout sur le fait que cache c'est une investigation. Pour moi c'est la mise en scène, et c'est de la manipulation, c'est pas autre chose. Je les ai, on les a vus travailler récemment. Mais est-ce que la question derrière tout ça, c'est est-ce qu'il y a parce que quand toi tu fais des sujets dans ta vie professionnelle, et tu fais ton engagement dans Chamaingo qui est plutôt sur Internet que dans les médias traditionnels, est-ce qu'il y a encore compatibilité entre ces sujets positifs et ce qu'on raconte, quoi, entre les gros médias? Alors, pour rebondir effectivement aux remarques qui ont été faites, c'est clair qu'il y a plein de choses similaires à Chamaingo, et je n'ai jamais dit qu'on était le seul programme, loin de là. Il y a plein d'émissions, ce que vous avez fait à l'époque de France 5, ce que fait très bien Ushuaïa TV, une chaîne complète, et plein d'autres, voilà. Il y a Nelly qui est là-bas, et avec qui j'ai travaillé, et qui fait un boulot absolument extraordinaire, et qui est depuis 20 ans sur le développement durable, et qui développe des programmes. Donc il y a beaucoup de choses, pas assez évidemment, mais il y a beaucoup de choses. Donc ça c'est le premier point. Après, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que tout à l'heure je suis intervenue en disant que je pense qu'il y a toujours un affrontement sur l'ancien monde et le nouveau monde. Si on prend la transition énergétique par exemple, pour avoir fait suffisamment de sujets d'investigation sur les lobbies, j'ai vu ce qui se passait. Donc j'ai vu qu'on n'avait pas des gens très gentils derrière certaines choses qui sont bien joliment présentées, et que c'est une guerre économique, et quand on exploite du pétrole, par exemple, on n'a pas nécessairement envie de faire du panneau solaire, parce que sa fortune, ça a été construite sur des process qui sont remarquablement bien maîtrisés, et qu'on n'a pas envie de passer à autre chose, et on le voit dans l'économie, on l'a très bien vu sur Kodak, on leur a proposé l'appareil numérique, mais eux, c'était pas leur cœur de métier. C'est très difficile, même quand on a envie dans un grand groupe, de switcher d'une économie à une autre économie avec des process. Donc je suis pas du tout, je suis très 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 lucide sur la manière dont les choses se passent. Ensuite, il y a des gens dans les grands groupes, dans les institutions, à la tête, les législateurs en général, qui sont prêts à changer fondamentalement. On a pu être pro quelque chose et au cours d'une vie changer et avoir envie de changer. Moi, ce que j'ai envie, c'est de travailler, et c'est rebondir sur la question qu'on disait, c'est comment on peut travailler avec tous les acteurs. On a besoin de tous les acteurs et tous ceux qui ont vraiment envie de faire bouger les choses. Et donc ça, c'est très important. Et le dernier point, moi, j'ai voulu passer à l'étape supérieure et pas juste montrer des initiatives. C'est avec les initiatives de nos pionniers, les membres de notre communauté, développer un projet qui était en tête depuis le départ, c'est faire des villas Chamaingo, des lieux ludo-éducatifs où on peut avoir devant soi, découvrir les innovations, les toucher, les expérimenter, apprendre de ces innovations. Et donc c'est, je dirais, la globalité du concept que moi je souhaite développer dans Chamaingo, et pas uniquement montrer des initiatives, même si c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue Corinne Lepage, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a parlé de l'importance de fédérer différents acteurs, de créer de nouveaux partenariats pour le développement durable, pour construire le monde de demain. On a parlé de la nécessité de mobiliser ces différents acteurs à une époque où chacun peut devenir acteur de ce monde. Vous lancez une initiative multi-acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative pour l'avenir? Oui, alors merci, pardon à Bettina et à tous pour mon retard. Alors d'abord, c'est pas c'est nous, pour commencer, avons lancé, à la suite du rapport que nous avions remis à Ségolène Royal il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui s'appelait Vers l'économie du nouveau monde, nous avons lancé un mouvement des entreprises de la nouvelle économie. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit non pas de regrouper les entreprises qui sont uniquement dans l'économie verte, mais de regrouper toutes les entreprises qui se retrouvent dans la philosophie qui est celle du nouveau monde. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que nous regroupons des entreprises dans des secteurs dits, entre guillemets, traditionnels.
qui peuvent être dans la cosmétique, via le réseau Cosmébio, dans l'agriculture, dans les transports, dans le textile, bien entendu dans l'énergie, dans l'économie circulaire et le recyclage des déchets, mais aussi le mouvement Green IT qui regroupe une petite centaine d'entreprises, essentiellement des start-up, qui essayent de concevoir une informatique compatible avec le développement durable, c'est-à-dire qui résout ces problèmes énergétiques, puisqu'on sait que c'est énergivore en diable. Voilà, et donc nous essayons de poser un regard différent, de mettre en commun les expertises des uns et des autres, et de formuler des propositions. Nous avons été reçus par Michel Sapin il y a 3 semaines dans le cadre de la loi Sapin 2, parce qu'il y a dans les dispositions de cette loi, indépendamment des questions de lutte anticorruption qui m'intéressent à d'autres titres, des dispositions très intéressantes sur les entreprises commerciales à utilité sociale, qui regroupent assez bien un certain nombre d'acteurs que nous avons au sein du réseau MEN. Et nous avons fait un colloque il y a quelques jours sur l'économie post-nucléaire à levier de croissance, pour montrer précisément comment on pouvait concevoir l'économie un peu différemment. Voilà, nous travaillons avec les entreprises libérées, le réseau des entreprises libérées, enfin tout au moins nous essayons de constituer le réseau des entreprises libérées. Donc c'est des sujets extrêmement divers et nous sommes heureux de voir que notre réseau progresse parce que des fédérations nous ont rejoints, ce qui nous permet aujourd'hui, par notre newsletter, par ce que nous faisons, de pouvoir nous adresser à quelque chose comme 7 à 8 000 entreprises. Donc c'est pas encore énorme, mais enfin c'est déjà significatif. Quels sont aujourd'hui les axes de travail autour desquels vous fédérez ces entreprises? Bien, à la suite de ce colloque que nous avons eu, l'idée a été de voir comment est-ce qu'on pouvait aider toutes les entreprises qui voulaient passer le pas, si je puis dire, dans le domaine énergétique à pouvoir le faire. Voilà, donc ça c'est un axe. Nous travaillons sur la fiscalité, notamment par une fiscalité qui internaliserait les coûts externes. Et un de nos membres éminents, qui est Romain Ferrari, travaille sur ce sujet depuis extrêmement longtemps, notamment sur le projet de TVA circulaire. Donc nous essayons de promouvoir ce type de révolution fiscale en réalité, parce que internaliser les coûts, c'est une révolution fiscale. Ensuite, nous sommes très attentifs à tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation de l'économie. Dans le rapport que nous avions remis à Ségolène Royal, c'était un sujet que nous avions largement abordé. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis tout ce qui est développement de l'idée d'entreprise libérée, parce que c'est un moyen à la fois d'avoir des entreprises plus rentables et dans lequel les gens sont heureux au travail, ce qui est quand même quelque chose... Libéré? Oui, tu sais pas ce que c'est? Non. Bon, ben, je vais t'expliquer. Alors, les entreprises libérées, c'est un mouvement... alors, il est né, je pense, aux États-Unis, d'ailleurs. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Entreprises et compagnie, qui est sorti il y a 2 ans, qui explique ça tout à fait bien. Donc, c'est une organisation entrepreneuriale qui n'est plus du tout une organisation hiérarchique. C'est une organisation dans laquelle les gens du réseau des entreprises libérées, ils disent « nous sommes les entreprises du pourquoi et non pas les entreprises du comment ». Autrement dit, on essaye d'écarter tout ce qui est règles, organisation en termes de procédures pour aller vers des objectifs. Et donc laisser beaucoup plus de liberté à chaque acteur pour atteindre son objectif. Donc effectivement, la manière dont les choses s'organisent au sein de l'entreprise sont tout à fait différentes et on perd beaucoup moins de temps dans ce qui est la règle, l'élaboration de la règle, le contrôle de la règle, enfin tout ce qu'on a appris avec les normes ISO, j'allais dire quelque part, pour passer, je dis d'autant mieux que mon cabinet ISO depuis 20 ans, donc j'ai une petite habitude de ce machin-là, pour aller vers une autre organisation du travail et qui permet effectivement de ne pas perdre de vue l'objectif, parce que bien souvent, plus on va dans la règle et plus on perd de vue l'objectif. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, donc on est aussi sur la manière dont on peut essayer d'intéresser le plus possible d'entreprises à aller dans cette direction, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est un joli débat RS, ça. Enfin,
Voilà, j'ai posé une question. Moi je peux le faire, c'est incroyable. Ce que je voulais te demander, c'est que dans ce multi-acteur, vous n'avez que des entreprises. Alors, parce qu'il y a 3 questions. Il y a première question. Deuxième question, est-ce que, par exemple, tu parles de fiscalité, etc., mais est-ce que tu as l'impression que les leviers pour passer dans l'autre monde, si j'ose dire, ou vers l'autre monde, ce sont avant tout, comme beaucoup disent, c'est vrai qu'il en faut des leviers financiers, alors leviers financiers, subventions, fiscalité, etc., etc., et est-ce que tu as dedans de très grosses entreprises qui peuvent en entraîner d'autres, des sous-traitants, ou est-ce que c'est plus PME et à la limite, enfin, pas au mauvais sens du terme, mais plus isolé, quoi? Alors, on a beaucoup discuté du point de savoir si on s'appelait mouvement des entreprises ou des entrepreneurs de la nouvelle économie. Ce qui signifie que c'est les entrepreneurs qui nous intéressent plus que les entreprises. Ce qui veut donc dire qu'il y a au sein du MEN, dans la limite de 10%, des gens qui sont des auto-entrepreneurs, enfin à la limite, qui sont quelqu'un comme Pascal Pic, par exemple, qui est membre du MEN, il n'est pas chef d'entreprise, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'entreprise et qui a sa petite structure. Alors, pour répondre à ta question, je dirais qu'on a des entreprises qui vont de la TPE à l'ETI. Bon, on n'a pas encore de grandes entreprises, de très grandes entreprises. Je dirais que c'est un peu un choix de départ. Parce que nous nous sommes rendus compte quand même dans le travail qui a été fait pour Ségolène Royal que le rapport entre PME et grandes entreprises n'était pas toujours très facile, que les questions de régulation, je ne parle même pas de réglementation, mais simplement de régulation, de certification, se faisaient vraiment au détriment des PME. Et donc l'idée de départ, c'était pas de partir avec les grandes entreprises. Ceci étant, on se rend compte que maintenant, de plus en plus, au sein des très grandes entreprises, il y a des petites entreprises qui naissent. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce sont des gens, c'est des gens très imaginatifs, auxquels finalement on laisse un peu d'autonomie. Et ça, c'est des gens qui, pour nous, sont dans le nouveau monde, tu vois. Voilà. Et simplement, je n'ai pas défini la nouvelle économie, donc nous l'avons définie comme une économie, ou l'économie du nouveau monde, qui est une économie connectée, territorialisée, ni fossile ni fissile, et au service du bien-être humain. Ni fossile, ni fissile. Ni fossile, ni fissile. Ça, si j'avais su ça, je pense que Gilles, on aurait pu appeler comme ça notre colloque. L'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions encore ? Merci, Tony Clamatrique. C'est moins une question qu'une réaction. Donc je voudrais particulièrement remercier Bettina Laville pour son commentaire. Je voudrais faire une observation, c'est que vous avez parlé d'accélérer le positif plus que de nouveau contre l'ancien. On entend beaucoup nouveau et ancien, je n'ai rien contre le mot nouveau, on fait de l'innovation chez nous aussi. Mais je pense qu'on a un peu une tendance dans notre contexte, je dirais, français et occidental, à considérer que quand on parle d'ancien monde, c'est forcément ce qu'on sait tous, ce qui est mauvais, ce qui empêche d'aller dans le bon sens. Il faut quand même comprendre que dans beaucoup de civilisations, qu'elles soient lointaines ou qu'elles soient dans nos régions, l'ancien n'est pas forcément mauvais. Et je veux dire, l'idée, c'est que l'innovation peut permettre effectivement d'inventer des nouveaux rêves, mais aussi de réaliser d'anciens rêves ou de les préserver. Alors ça paraît très philosophique dit comme ça, mais je crois que c'est très concret. Je pense qu'il y a, dans la question, est-ce qu'on veut accélérer finalement l'innovation, et est-ce qu'on veut accélérer précisément cette construction de vie que vous évoquez? Je pense que la question n'est pas de savoir s'il faut imposer le nouveau contre l'ancien. Je pense que la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut faire de la rupture, quand est-ce qu'il faut s'opposer à des barrières de manière très énergique et sans perdre de temps, et quand est-ce qu'au contraire, il faut s'appuyer sur parfois des sagesses immémoriales qui ont une nouvelle dynamique et qui, si elles ont résisté, ont justement une durabilité dont on peut s'inspirer. Donc ça paraît, encore une fois, peut-être idéologique. Je pense qu'on devrait pouvoir, dans notre pays et dans ces débats, parler de conserver aussi bien que d'innover,
dans la même dynamique, dans la même démarche, sans entrer tout de suite dans des catégories conservateurs, réactionnaires, etc. Donc voilà, c'est le mot que je voulais dire, et je voulais dire vraiment ce message de vie, de construction de positif. Comme vous le disiez, le négatif, les destructeurs dont parle Catherine, sont aussi très modernes et sont extrêmement bien connectés. La question n'est pas là, la question ce n'est pas le moyen, c'est la finalité, et à ce moment-là, c'est fluidifier toutes ces finalités et tous ces moyens. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligé de clôturer, on a beaucoup de retard. On va s'arrêter là. Peut-être une dernière question, et après, on est vraiment qu'on arrête. Bonjour, Nicolas Imbert, Green Cross. Je suis venu en cours de route, donc je risque de poser une question qui a pu être abordée, mais de plus en plus dans les partenariats, on voit apparaître le secteur informel. Et nos amis marocains sont en train de regarder autour de la question de l'Afrique comment arriver à faire des partenariats entre le formel et l'informel. Aujourd'hui, on voit des villes durables se construire avec le recours à l'autoconstruction, ce qui n'était pas forcément spontané il y a quelques temps. On voit une ubérisation de l'économie sur lequel souvent les positions et les postures politiques nationales sont en retrait, mais dans les faits, les comportements changent profondément. Comment est-ce qu'on arrive justement dans cette logique de l'ODD 17 à dire quelque chose sur les partenariats qui permettent à l'économie formelle de devenir formelle, mais aussi les partenariats qui associent tout le monde, qui soient du côté formel ou du côté informel? Très bien, je laisserai Bettina clôturer. Ah oui, quand même. En tout cas, une réaction que j'ai, je suis d'accord avec l'importance des partenariats entre le formel et l'informel, et d'une manière plus générale, sans vouloir toujours revenir à la sphère politique et l'importance d'inclure tous les acteurs, mais on verra un vrai progrès aussi quand on commence à inclure l'informel et aussi les acteurs du changement dans des instances qui sont entre guillemets classiques ou de l'ancien monde, etc. Un exemple, c'est que dans le dialogue social, on devrait avoir les ONG environnementales. Si on met les acteurs du dialogue social dans le dialogue environnemental, et dans les conférences environnementales, on a toutes les entreprises, toutes les ONG, tous les syndicats, etc. Ça devrait être la même chose quand il s'agit du dialogue social. Quand on a un débat sur des questions sociétales un peu plus mainstream, soi-disant, on devrait voir le mainstreaming, l'irrigation avec les acteurs de l'environnement dans ces discussions-là. C'est là qu'on verra qu'on aura vraiment gagné. Donc, et j'arrête là-dessus, et je donne la parole à Corinne qui est arrivée. Voilà. Merci. Alors, je vais juste dire un mot parce qu'après je n'aurai pas l'occasion de le dire. Moi je voudrais, Gilles s'associe avec moi, mais moi c'est depuis plus longtemps que Gilles, pour des raisons que je vais qualifier diverses. Je voudrais vraiment devant tous les amis du comité 21 remercier Corinne de son extraordinaire fidélité. Je sais que sa fidélité elle est amicale et elle est faite de conviction, mais c'est quand même quelqu'un, Corinne, qui, quand on estime qu'elle apporterait toujours sa parole utile et féconde, répond oui, ne dit pas où elle est, traverse 800 km et est là. Merci Bettina, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, je suis fidèle au comité, mais je ne suis pas fidèle à toutes les organisations, il ne faut pas croire. Le comité 21, j'y crois parce que justement, vous êtes dans ce multi-acteur. Et je voudrais terminer en rebondissant sur ce que monsieur vous venez de dire sur l'ancien et le nouveau. Je pense que toutes les innovations ne sont pas bonnes à prendre, point 1. Que de Zio, on est effectivement dans une phase extrêmement disruptive. Et que ces innovations de rupture, elles ne peuvent être avalées que pour autant qu'on arrive à rester fidèle à ce qui fait ce que nous sommes, à ce qui fait notre culture, et que l'on pourrait qualifier peut-être de conservateur, j'en sais rien, c'est peut-être mon âge qui m'amène à dire ça, mais même si les jeunes générations voient les choses de manière différente, et c'est normal, toute génération, nous quand on était jeunes, on a vu les choses différemment de nos parents et de nos grands-parents, donc il n'y a rien à dire là-dessus, c'est on ne peut plus normal. Mais la valeur de l'humain, c'est quelque chose qui doit être en permanence quand on est dans l'innovation, et ça doit être d'autant plus fort que la rupture est forte. Et ça me paraît quelque chose de très important qui rejoint le caractère multi-acteur, parce que dans multi-acteur,
il y a le caractère socio-professionnel, mais il y a aussi l'intergénérationnel. Et très franchement, le jour où on sera meilleur en intergénérationnel, parce qu'on parle beaucoup de mettre les collectivités locales avec les entreprises, avec les assos, ça c'est très bien, c'est tout à fait utile, mais pensons à l'intergénérationnel. On ne peut pas être dans un système dans lequel, malheureusement, nos ONG sont souvent de personnes d'un âge respectable et où les jeunes sont sur les réseaux et font autre chose autrement. Il faut absolument qu'on travaille ensemble parce qu'on a besoin des jeunes pour évoluer nous-mêmes et ils ont besoin de nous pour peut-être ne pas commettre un certain nombre d'erreurs. Voilà, donc je pense que l'intergénérationnel, c'est fondamental. Merci à tous, merci Corinne Lepage. Je laisse maintenant le micro à Gilles.